Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les principaux titres qui vous seront développés. Le chef de l'État a présidé aujourd'hui la 21e séance du Conseil des ministres. Et l'élection présidentielle se tiendra finalement au RDC Congo, le 23 décembre prochain 2018. Merci à vous de nous rejoindre. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh, la 21e séance du Conseil des ministres a eu lieu aujourd'hui où 7 questions ont été examinées. Au cours de cette séance, le ministre en charge des investissements auprès de la présidence, Ali Ghella Oubakar, a fait une communication aux membres du gouvernement sur les réformes engagées pour améliorer le climat des affaires en République de Djibouti. Et ce, après la publication d'un rapport jugé positif de la Banque mondiale appelé Doing Business. Le ministre donc a rappelé que le gouvernement a toujours œuvré pour appuyer le secteur privé, moteur de la croissance économique dans notre pays. Le second point donc a porté sur la gestion du poste frontalier commun entre Djibouti et l'Éthiopie pour assurer le transit des biens et des personnes par voie ferroviaire. La question sécuritaire de l'exploitation de cette voie ferrée a également longuement été examinée. Et enfin, un décret a été signé par le chef de l'État pour fixer la date du déroulement des prochaines élections législatives. Ces élections auront lieu le vendredi 23 février 2018. Écoutons le compte-rendu du porte-parole du gouvernement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 21e séance du Conseil des ministres en ce mardi 7 novembre 2017. Était inscrit à l'ordre du jour 7 questions. Première question est relative à une communication présentée par le ministre chargé des investissements sur l'amélioration du climat des affaires en République de Djibouti. Le gouvernement a toujours œuvré à la promotion du secteur privé pour en faire le véritable moteur de la croissance économique de notre pays. Consolider l'existant, structurer les acquis pour mieux engager le décollage économique et social du pays, c'est l'objectif de la démarche basée sur d'abord l'opérationnalisation du guichet unique intégral dont le résultat a été de réduire les coûts et les délais passant de 14 jours à 72 heures. Les délais de création d'entreprises, bien entendu, et de 137 500 francs Djibouti à 23 000 francs Djibouti. L'illustration de ces progrès, le nombre des entreprises enregistrées s'est accéléré, atteignant à ce jour 459 entreprises. La réduction des délais et des coûts liés à l'instruction et à la délivrance du permis de construire, qui se fait désormais en 15 jours au lieu de 111 jours auparavant. Les textes visant à protéger les investisseurs minoritaires ont été adoptés, incitant l'exécution des contrats et facilitant le règlement de l'insolvabilité. D'autres réformes sont en cours, notamment l'offre d'un guichet unique virtuel pour les opérateurs économiques, la réduction et l'harmonisation des procédures d'obtention du permis de construire, du raccordement au réseau électrique, du transfert de propriété et du commerce transfrontalier, ainsi que l'obtention de prêts. La deuxième question concerne un projet de loi portant ratification du protocole d'accord entre le gouvernement de la République de Djibouti et le gouvernement de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie et relatif à la création d'un poste frontalier commun pour la ligne de chemin de fer électrique. La signature de ce protocole est intervenue le lundi 30 octobre 2017 et ce protocole a pour objectif la création et le fonctionnement d'un poste frontalier commun pour les activités de transit et de la mobilité des biens et des personnes. L'espace comprend une zone à statut spécial permettant l'accès de la frontière djibouto-éthiopienne au poste frontalier commun, d'une zone exclusive dans laquelle les personnes ou fonctionnaires autorisés exercent donc leurs fonctions conformément aux lois nationales respectives et une zone de contrôle commune au sein du poste frontalier. La troisième question est relative à un projet de loi portant sur la sécurité de l'exploitation du chemin de fer. Un cadre juridique et institutionnel commun est mis en place pour l'exploitation et la maintenance de cette nouvelle infrastructure. Il est convenu également d'un commun accord que chaque État est responsable de la ligne et de ses infrastructures situées sur son territoire national. Il s'agit essentiellement de la question de la sécurité de la voie et de ses installations. Pour cela, les États sont amenés à mettre en place
des mesures juridiques renforçant les dispositifs existants afin de mieux garantir la sécurité des biens et des personnes. Ce projet de loi pourvoit aussi à la sûreté du public et du personnel dans le cadre de l'exploitation ferroviaire et à la protection des biens et de l'environnement. Cette loi permet de favoriser la mise en place d'outils de réglementation modernes, flexibles et efficaces dans le but d'assurer l'amélioration continue de la sécurité et de la sûreté ferroviaire. La quatrième question est relative à un projet de décret portant convocation du collège électoral pour les prochaines élections législatives. Le mandat des membres de l'Assemblée nationale élus pour 5 ans arrive à échéance en février 2018. L'Assemblée nationale doit se renouveler intégralement et ses membres sont rééligibles. Elle est composée de 65 membres. Les candidats aux élections législatives de février 2018 doivent solliciter à nouveau la confiance des électeurs. Est éligible à l'Assemblée nationale tout citoyen djiboutien âgé de 23 ans, révolu au jour du scrutin. Aussi, les électeurs inscrits préalablement sur les listes électorales, telles qu'elles ont été arrêtées par les préfets au 30 septembre 2017, sont appelés à participer au scrutin du 23 février 2018 portant élection des membres de l'Assemblée nationale. Et les 5e et 6e points ont porté respectivement sur une refonte du texte juridique précisant le fonctionnement de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture qui travaille en étroite collaboration avec des organismes internationaux tels que l'UNESCO, l'ALESCO ou l'ICESCO. Un observatoire va également voir le jour pour juger de la qualité de l'enseignement prodigué en République de Djibouti. Et enfin, une parcelle de terrain de 5000 m² a été allouée au ministère de l'Énergie à l'EADA pour la construction d'un centre de dépôt pétrolier. Réécoutons le porte-parole du gouvernement. La 5e question concerne un projet d'arrêté portant modification d'un projet de décret portant donc sur l'arrêté numéro 2002-047, présidence du ministère de l'Éducation nationale. Et ce projet d'arrêté est relatif à la création d'une commission nationale pour l'éducation, la science et la culture. La réforme du texte juridique en question témoigne de l'intérêt que le gouvernement porte à une commission dont les buts, les actions et les réalisations sont entièrement en phase avec les aspirations profondes de notre peuple. De même, la redynamisation de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture intervient dans un contexte marqué par l'engagement toujours croissant des départements ministériels en faveur des domaines de l'éducation, de la science et de la culture, et cela confirme aussi la volonté politique encouragée et soutenue par la communauté nationale, voire internationale, et en particulier par l'UNESCO et les autres agences des Nations Unies résidant à Djibouti. La 6e question concerne un projet de décret portant création, organisation et attribution et fonctionnement d'un observatoire de la qualité des enseignements et apprentissages. La naissance de l'observatoire répond à cette quête permanente de la qualité en matière d'éducation. De façon pratique, il s'agira donc, dans le domaine de la qualité de l'éducation, d'imposer un impératif de réussite à tous les niveaux d'enseignement, base, moyen et secondaire, sur la base d'une reddition des comptes. Pour relever ce défi, l'implication de tous les acteurs, notamment les enseignants, les chefs d'établissement et le corps d'encadrement dans leur mission fondamentale de transmission du savoir, des valeurs et des compétences doit être effective. La qualité et la pertinence des enseignements apprentissages constitue un enjeu central qui sera au cœur des missions assignées à l'Observatoire. La 7e question est relative à un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au ministère de l'Énergie. Cette parcelle d'une superficie de 5000 m², sise à l'OEADA au profit du ministère de l'Énergie, est destinée à l'installation de cuves de stockage des produits pétroliers aux différentes sociétés résidant à Djibouti, ainsi qu'un espace de stationnement pour les camions-citernes. En fin de séance, un certain nombre de ministres ont fait rapport de leur mission à l'étranger au Conseil. Le ministre des Affaires étrangères a commencé par faire son rapport sur une réunion qui a réuni les chefs d'état-major des armées des pays membres de la coalition, luttant donc contre la junte qui a fait le coup d'État au Yémen. Les ministres des Affaires étrangères de ces pays-là, au nombre de 13, ont participé à cette réunion à Riyad, et c'était le 19 octobre 2017.
Le ministre des Affaires étrangères a également fait rapport de sa mission de travail au Maroc qui s'est déroulée du 30 octobre au 1er novembre 2017. Le ministre de l'Équipement et des Transports a pour sa part fait un compte-rendu au Conseil de sa participation à la 10e commission mixte ministérielle djibouto-éthiopienne sur le projet nouveau du chemin de fer. Le ministre délégué chargé de la décentralisation a fait également rapport au Conseil des ministres de sa participation à une réunion importante avec à Khartoum dans le cadre de l'IGAD. Cette mission s'est déroulée du 28 au 31 octobre 2017. Le ministre de la Santé a pour sa part fait un compte-rendu au Conseil de sa visite de travail en Arabie Saoudite du 24 au 28 octobre 2017. Le ministre de l'Économie a pour sa part fait rapport également de sa participation à l'Assemblée générale donc de la Banque mondiale, Assemblée générale qui a tenu ses assises à Washington du 15 au 20 octobre 2017. Et il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous allons nous revoir juste après cet appel. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة
وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre édition. Et nous allons revenir donc sur la séance du Conseil des ministres qui s'est tenue ce matin au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État avec Asma Aboubakar. Bonjour Asma. Bonjour. Donc nous allons traiter à présent de la première question qui a été donc examinée et débattue durant ce Conseil. Il s'agit bien sûr de la question qui a été abordée par le ministre en charge des investissements auprès de la présidence, Ali Ghele Aboubakar, qui avait fait une communication concernant le Doing Business, le rapport Doing Business et le groupe de la Banque mondiale qui a été rendu public hier. C'était au Palais du Peuple lors d'une cérémonie qui a été présidée par le Premier ministre qui a mis Djibouti à la 10e position dans ce rapport. Qu'en est-il, Asma? Eh bien, Ahmed, ce rapport mesure la réglementation des affaires, son application effective dans 190 économies du globe. Les indicateurs présentés et analysés dans ce rapport évaluent la réglementation des affaires et la protection des droits de propriété ainsi que leurs effets sur les entreprises, plus particulièrement sur les petites et moyennes entreprises nationales. C'est afin de répondre à ces indicatifs que le gouvernement améliore la bonne gouvernance afin que le développement engagé par le président de la République soit durable et que les politiques publiques soient la clé de la création et du développement des petites et moyennes entreprises. On voit alors que la croissance est depuis une dizaine d'années forte et incontestable. Les effets sont visibles, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le taux de la croissance économique est nettement supérieur au taux de croissance démographique grâce aux 5 réformes mises en œuvre par la création d'entreprises, l'obtention des permis de construire, le transfert de propriété, l'obtention des prêts et la protection des investisseurs minoritaires. Djibouti alors rejoint, Ahmed, dans ce cas, le groupe des 10 pays ayant le plus amélioré leur climat des affaires. Avant donc cela sur le classement, la République de Djibouti est passée à de la 171e à la 154e, c'est-à-dire qu'elle a fait un bond de 17 places. Ce rapport met en relief, Ahmed, l'action gouvernementale en la matière. D'un point de vue global, l'Afrique affiche de belles performances. Et bien dans 3 domaines, à savoir l'obtention des permis de construire, le transfert de propriété et le paiement des impôts de taxes. L'Afrique subsaharienne continue alors d'accélérer le rythme de ces réformes avec 36 pays ayant mis en œuvre 83 réformes, bien sûr, afin d'améliorer le climat des affaires. Notre pays doit poursuivre ces réformes et veiller à l'application des règles. Et autre point également donc, qui a été abordé lors de cette séance du Conseil de ministres aujourd'hui, il s'agit bien évidemment de l'exploitation de la voie ferrée Asma, qui exige une surveillance et une vigilance accrue pour que cette infrastructure puisse fonctionner normalement sans être entravée par le moindre obstacle. Les agents de sécurité veilleront à l'application des mesures juridiques et réglementaires pour sauvegarder cette infrastructure vitale pour l'économie du pays et pour le transit des biens et des personnes. Asma, alors quelles sont les mesures sur lesquelles s'appuieront ces agents de sécurité sur cette voie ferrée de la partie djiboutienne, il faut le préciser? Oui, effectivement, à l'instar de dispositions du droit commun, cette présente loi institue des dispositions spéciales relatives aux infractions commises en matière de sécurité ferroviaire. Eh bien, est puni des peines prévues par le code pénal. Quiconque volontairement détruit même partiellement ou gêne momentanément la circulation sur la voie ferrée, place sur la voie un objet susceptible de faire obstacle à la circulation ou emploie un moyen quelconque pour entraver la marche de tout véhicule ferroviaire ou le fer des rails. Les mêmes peines sont appliquées à quiconque volontairement perturbe ou détruit les moyens de télécommunication et signalisation nécessaires à l'exploitation donc du chemin de fer. Quiconque aura volontairement employé un moyen quelconque aux fins de faire dérailler les véhicules ou provoquer leur collision sera puni à la réclusion criminelle. S'il y a eu homicide ou blessure, le coupable sera, dans le premier cas, puni des réclusions criminelles à perpétuer et dans le second d'une peine à la réclusion criminelle. Si les faits prévus donc, de cet article ont été commis en réunion séditieuse avec rébellion ou pillage, ils sont imputables au chef, auteur, instigateurs et provocateurs de la réunion qui sont punis donc comme coupables de ces crimes et condamnés aux mêmes peines que ceux
qui les ont donc personnellement commis, même si la réunion séditieuse n'a pas eu pour but direct et principal la destruction de la voie ferroviaire. Merci Asma pour toutes ces précisions. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé hier un message de condoléances au roi du Royaume d'Arabie Saoudite et gardien des 2 lieux saints, Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, suite au décès survenu samedi donc du prince Mansour Ben Mourren, vice-gouverneur de la province saoudienne d'Assir, dans un crash d'hélicoptère. Dans son message, le président Guelleh a exprimé sa solidarité et vive émotion au roi et au peuple frère et ami d'Arabie Saoudite. La nation djiboutienne tout entière compatit avec le royaume frère saoudien dans le deuil causé par la disparition subite du prince Mansour Ben Mourren, a écrit le président de la République, qui a émis le vœu que ses condoléances attristées soient étendues à la famille et aux proches et amis du défunt. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel, a par ailleurs écrit le chef de l'État. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Également dans l'actualité, le président du Parlement, Mohamed Ali Hamad, et sa délégation se sont rendus hier à Tadjoura, ultime étape de leur tournée d'information sur le processus de décentralisation dans les régions de l'intérieur. À leur arrivée dans la ville blanche, le président de l'Assemblée nationale et les parlementaires qui l'accompagnaient ont été accueillis par le président du conseil régional, Omar Hussein, ainsi que les élus et notables du district de Tadjoura. Mohamed Ali Hamad et les membres de sa délégation ont eu ensuite une réunion de concertation avec les chefs coutumiers et les notables, en présence notamment du sultan de Tadjoura. Les discussions ont permis d'échanger sur les points de vue d'activités réalisées dans le cadre du vaste programme de décentralisation initié par le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, et mis en œuvre par le gouvernement. La décentralisation a eu lieu dans chaque région. Chaque région a ses propres atouts. Si je parle aujourd'hui de Tadjoura, Tadjoura a ses grandes infrastructures, appelant le port, les routes, bientôt le chemin de fer. La région de Tadjoura sont très fiers de leur capacité. Je dirais aussi que le jeune attend beaucoup de ce port et de la route. Aujourd'hui, la caravane parlementaire se sont déplacés ici, à la tête le président de l'Assemblée nationale. Nous nous trouvons actuellement chez les sultans, discuter avec les OCAL, les jeunes, les femmes, avec toute la population de la société civile. Tout le monde attend beaucoup de ce développement et ils sont impatients à ce que le jeune doit bénéficier de ce port et de la route. Et ils remercient beaucoup le président de la République d'avoir initié cette grande développement aujourd'hui à Tadjoura. Et par la suite, donc, lors de la discussion qu'il a eue entre la société civile et les membres des représentants des Oukal et chefs coutumiers, le président du Parlement, Mohamed Ali Hamad, est revenu donc sur l'objectif de la mission de la caravane qui a sillonné donc l'ensemble des régions avec pour dernière étape Tadjoura. Tournée de la caravane parlementaire dans les régions entre dans le cadre du renforcement du processus de décentralisation, et les parlementaires sont le courroie donc de transmission entre le peuple et l'exécutif. Les parlementaires fournissent des efforts et font les plaidoyers auprès de l'exécutif pour satisfaire les doléances de la population. Et par ailleurs, quand l'exécutif donc sollicite le peuple, les parlementaires, ce sont les parlementaires donc qui font la transmission. Le président donc a avoué que même si les parlementaires ne répondent pas à toutes les doléances de la population, ils font le nécessaire. La meilleure solution pour arrêter donc ce but, c'est la concertation et les échanges entre les parlementaires et la population. D'ailleurs, si la population engage des réflexions entre elles avec la participation des parlementaires, on peut arriver, a dit le président, à des résultats positifs pour répondre aux doléances susceptibles et les conditions de vie des populations locales. S'il y a des divergences entre la population, l'action des parlementaires reste inefficace. Et avec le soutien populaire, la position des parlementaires est renforcée auprès de l'exécutif. Et après cette réunion, ce fut au tour des représentants des associations de jeunes de Tadjoura d'interpeller les élus nationaux, notamment ceux issus de la région, sur de nombreuses questions axées non seulement sur la décentralisation, mais sur les aspirations des jeunes ainsi que les obstacles qu'ils rencontrent et qui freinent donc leur épanouissement. Et la lutte donc contre le chômage, les immenses opportunités qu'offre le nouveau port de Tadjoura en termes de création d'emplois, la nécessité d'une meilleure coordination entre les différents
port donc que les élus, les notables et les jeunes sont autant de sujets qui ont été évoqués lors de cette rencontre. Le président du Parlement et sa délégation ont pu recueillir par la même occasion les doléances et des jeunes dans celles octroyées donc des équipements nécessaires au siège du réseau des associations des jeunes de Tadjoura. Notons enfin que la visite à Tadjoura met fin à la tournée d'information sur le processus de décentralisation que poursuivait depuis 2 semaines le président de l'Assemblée nationale et sa délégation dans les différentes régions de l'intérieur. C'est de voir ensemble, discuter sur le sort de la population et de la région. Donc, nous espérons travailler ensemble pour le développement de notre pays, de notre région, au niveau national, avec une étroite collaboration avec les experts en droit constitutionnel. Nous sommes à votre disposition afin de discuter de toute le but de notre préoccupation. Je vous remercie. Également dans l'actualité, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, se trouve en France pour une mission de travail. Il a pu donc s'entretenir hier avec les dirigeants de la société de stockage et de distribution des produits pétroliers Ruby. Au cours de ces discussions, le ministre était entouré de notre ambassadeur à Paris, Ayed Moussaïd Yahya, du directeur général de la Société internationale des hydrocarbures, Dabar Adawi Ladiye, et du directeur des hydrocarbures, Wahib Ali Boullo. Les discussions se sont déroulées donc avec François Terration, directeur général de Ruby et Terminal, Gérard Lafitte, directeur général adjoint des opérations et travaux, et enfin Christian Cochet, directeur général de Ruby Énergie. Les discussions ont largement porté sur les possibilités pour le gouvernement djiboutien et le groupe français Ruby de coopérer afin de mettre en place un projet d'un terminal de stockage des produits pétroliers à Djibouti. Chaque partie a fait part de ses motivations et de ses atouts pour concrétiser ce projet dont l'urgence se fait ressentir de manière pressante, aussi bien à Djibouti même que pour les pays limitrophes, l'Éthiopie et la Somalie en l'occurrence. La mise en œuvre de ce projet de grande envergure permettra à Djibouti de conforter sa position de hub énergétique régional dans cette zone du monde à forte croissance économique. Le ministre a tenu à faire cette tournée européenne pour constater les réalisations du groupe français dans le domaine du stockage des produits pétroliers et demander en conséquence à Ruby de se conformer aux meilleures pratiques industrielles pour la construction d'un nouveau centre de stockage de Djibouti. Et dans le cadre du programme de promotion et de protection des droits humains, le comité de gestion communautaire a organisé hier après-midi au quartier 1 une réunion de sensibilisation sur le droit de l'enfant. Cette rencontre donc a été conjointement organisée par l'Union nationale des femmes djiboutiennes et l'UNFD. Et l'UNICEF. Les intervenants donc ont pu aborder différents thèmes pour faire valoir les droits aux jeunes dans la nécessité d'une reconnaissance parentale lors des naissances pour obtenir plus tard une carte d'identité nationale, le refus de toute forme de mutilation génitale pour les jeunes filles ou encore de lutter contre les drogues. Des jeunes et des moins jeunes issus du quartier 1 et 6 ont pris part au débat. L'UNFD et l'UNICEF déploient d'importants moyens pour organiser ces réunions de sensibilisation auprès des populations et à travers les centres de développement communautaire, les CDC. Également dans l'actualité, les unités des forces italiennes présentes à Djibouti ont organisé samedi dernier une épreuve de relais sur 600 mètres, et ce pour marquer l'anniversaire donc de la création des forces armées italiennes. Cette épreuve donc s'est déroulée dans le camp des forces italiennes à Nagad. Des athlètes issus des forces armées djiboutiennes, de la gendarmerie nationale, de la garde républicaine et de la police nationale y ont pris part, tout autant que des militaires des unités prépositionnées à Djibouti et représentant la France, l'Espagne, l'Allemagne, le Japon, la Chine et les États-Unis. Cette course a été remportée par les athlètes militaires djiboutiens avec la première place aux forces armées djiboutiennes, la deuxième place à la garde républicaine et la troisième place à la police nationale. La course s'est dernièrement donc en présence des représentants des autorités militaires nationales et étrangères à Djibouti, dont le consul de l'Italie, Guigny Rizzo, et des représentants des différentes chancelleries. Le commandant de la base italienne, le colonel Roberta, a remercié et félicité tous les participants.
Et enfin, pour clore l'actualité nationale, le Croissant Rouge de Djibouti, branche d'Ali Sabié, a procédé hier à une opération de distribution de vivres destinés aux ménages les plus démunis de la ville. Cette action s'est déroulée en présence du vice-président du conseil régional d'Ali Sabié, Daoud Saïd, et le président du Croissant Rouge de Djibouti, branche d'Ali Sabié, Abdi Bou Amir. Une dizaine de familles, donc les plus démunies, ont bénéficié de denrées alimentaires composées de riz, d'huile et de savon. Dans une interview, le président du Croissant Rouge de Djibouti, branche d'Ali Sabié, Abdi Bouh, s'est félicité donc du bon déroulement de l'opération de distribution des vivres. Il a également souligné que le soutien des populations vulnérables fait partie des missions du Croissant Rouge de Djibouti. Et en nouvelles du monde à présent avec Ali Abdillahi. Bonjour Ali. Bonjour Ahmad. L'élection présidentielle en République démocratique du Congo se tiendra finalement le 23 décembre 2018, Ali. Eh bien, après plusieurs semaines d'attente, le président de la commission électorale en RDC a annoncé dimanche soir que l'élection présidentielle aura lieu le 23 décembre 2018, provoquant donc la colère de l'opposition. L'élection présidentielle prévue fin 2017 en République démocratique du Congo pour désigner le successeur de Joseph Kabila se tiendra finalement le 23 décembre prochain. C'est ce qu'a annoncé hier donc le président de la commission électorale, Corneille Nangaa. Le résultat de l'élection sera publié le 9 janvier 2019 et le nouveau chef d'État sera investi dans ses fonctions le 13 janvier de la même année, c'est-à-dire en 2019. Le mandat de Joseph Kabila, qui a succédé à son père, Laurent Désiré Kabila, après son assassinat en 2001, devait s'achever en principe le 19 décembre 2016. Son refus de quitter le pouvoir a provoqué des violences qui avaient fait des dizaines de morts. Celle-ci a vivement donc réagi à l'annonce de la commission électorale, déclarant que le régime prédateur veut prolonger l'instabilité et la misère du peuple. Nous n'acceptons pas ce calendrier fantoche. C'est insurgé le chef de l'opposition en exil, Moïse Katumbi. Le RDC, anciennement Zaïre, n'a jamais connu Ahmad de transition pacifique et démocratique sous la forme d'un processus électoral accepté par tous depuis l'indépendance de ce pays en 1960. Et enfin, tant toujours en Afrique, au Mozambique, 3 banques internationales visées par une enquête des États-Unis. 3 banques donc internationales sont dans les collimateurs de la justice américaine à propos de la dette cachée du Mozambique. La banque française BNP Paribas, le Crédit Suisse et la banque russe VTB sont soupçonnés d'avoir donc participé à des faits de corruption impliquant des dirigeants mozambicains. Alors, quel rôle ont joué donc BNP Paribas, Crédit Suisse et VTB dans l'émission, Ali, de 2 milliards de dollars d'emprunts par le Mozambique? Le gendarme donc de la bourse américaine s'est intéressé l'année dernière à un emprunt obligatoire de 50 millions de dollars arrangé en 2013 par le Crédit Suisse et VTB Group pour le compte d'une entreprise publique mozambicaine. BNP Paribas ayant pour sa part distribué des titres de créance aux investisseurs, pour la plupart des fonds d'investissement américains. Cette fois, donc, le département américain de la justice et le FBI veulent savoir si les 3 banques internationales ont participé à des faits de corruption en permettant à des dirigeants mozambicains de détourner de fonds levés lors de l'émission de cette dette publique que Maputo, la capitale Mozambique, avait cachée au Fonds monétaire international. Il y a presque une année de cela, des révélations avaient permis d'apprendre que les fonds qui devaient initialement servir à acheter des navires de pêche et de surveillance maritime avait en fait permis d'obtenir des armes. L'année dernière, outre les États-Unis, le Royaume-Uni et la Suisse ont aussi ouvert des procédures dans cette affaire. Merci Ali pour toutes ces explications. Et pour clore cette édition, en Chine, un pont en verre suspendu à plus de 1000 mètres du sol. Attention, ce n'est pas tout, ce pont réserve une surprise. Une nouvelle attraction donc touristique en Chine propose une expérience doublement forte en sensation. Un pont de verre a été donc installé, perché plus de 1000 mètres du sol, sur les somptueuses falaises de la face orientale des monts Taiyang, dans la province d'Hebei, dans le nord du pays. Les touristes évoluent donc sur ce tapis transparent de 2 mètres de large,
large et 266 mètres de long, ce qui en soi est déjà impressionnant. Mais de plus, certaines dalles de verre réservent une surprise. Elles donnent l'impression de se fissurer lorsque les pieds se posent dessus. L'effet est saisissant. Au début du mois d'octobre dernier, donc, la vidéo d'un guide touristique pris d'une peur panique quelque peu surjouée était devenue virale. Cette plaisanterie a fait l'objet de très nombreux commentaires négatifs sur Weibo, l'équivalent chinois de Twitter. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis et très bon suite de programme sur Télé Djibouti.